Bonjour à tous. Depuis quelques années, on observe des youtubeurs qui nous partagent sur leur chaîne YouTube qu'un des rêves qu'ils souhaitaient réaliser avait quelque chose à voir avec la sortie d'un produit comestible. Alors, on peut retrouver des boissons, mais globalement, on retrouve quand même régulièrement des produits de fast-food ou des produits ultra transformés. On pourrait presque croire que sur YouTube, pour réussir finalement, il faut avoir comme rêve de vouloir sortir un produit de fast-food. Et c'est quelque chose auquel je veux bien croire, parce que moi je n'ai absolument pas envie d'être youtubeur, et mon rêve, la vidéo qui me tient le plus à cœur depuis des années et des années, c'est de vous parler d'obésité. Mais avant de parler de ça, je vais vous parler de ce qu'est la légitimité. La légitimité, c'est accorder son oreille à une personne parce que, de par son vécu, de par son expérience, il peut avoir un ou deux trucs intéressants à dire sur le sujet. Par exemple, moi qui ai fait 5 ans d'études en psychologie, moi qui ai un diplôme de psychologie, lorsque je parle à des gens autour de moi de psychologie, on m'écoute. J'ai une légitimité. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison, mais ça veut dire que j'ai quand même consacré beaucoup de temps à la psychologie, donc les gens s'intéressent à mon opinion sur le sujet. En fantasy, c'est pareil. J'écris de la fantasy depuis 12 ans. Même si vous ne connaissez pas mes écrits, vous considérez qu'une personne qui a consacré 12 ans de sa vie à sa fantasy et qui fait une chaîne YouTube pour en parler, c'est quelqu'un qui est quand même assez fan de fantasy. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir un cahier imaginaire sur lequel vous avez toutes vos croyances et vos idées sur la fantasy, et vous allez prendre un stylo pour marquer une ou deux choses que vous avez pu trouver intéressantes dans ce que je vous ai partagé sur la fantasy. Par contre, quand on arrive sur l'alimentation, c'est beaucoup plus compliqué. Pour ma part, ça fait 15 ans que je suis obèse, 15 ans que je suis dans un cycle d'obésité, et je n'ai absolument aucune légitimité auprès de vous pour parler d'obésité ou d'alimentation. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ont dû se dire « mais qu'est-ce qu'un obèse peut bien avoir à nous dire sur l'alimentation ?» Je tiens à signaler qu'on apprend quand même bien mieux dans l'échec, et en termes d'alimentation, à l'échec je connais, donc je connais extrêmement bien l'alimentation. Mais le problème surtout qu'on a dans l'alimentation, c'est que toutes les croyances qu'on a sur la bouffe en général, c'est extrêmement sacré. Je sais pertinemment aujourd'hui que j'ai plus de chances de convaincre le pape que Dieu n'existe pas, que de vous convaincre que ce que vous pensez sur l'alimentation est faux. Et pour cause, lorsque je vais parler, vous allez ouvrir encore votre livre imaginaire sur lequel vous avez toutes vos croyances sur l'alimentation, et vous allez regarder que vous avez plein de petites phrases sorties de nulle part qui n'ont de temps en temps pas beaucoup de sens. Par exemple, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Tu sais pas d'où ça sort, mais c'est des croyances qui sont ancrées en toi. Le gras, c'est la vie. Ouais, bon, tu cites Kaamelott de temps en temps, c'est très confus. Donc, il y a beaucoup de croyances que vous avez qui sont déjà ancrées en vous. Et le problème, c'est que ce fameux cahier sur vos croyances alimentaires, il est plein. Il n'y a pas la place pour écrire d'autres choses. Et tout ce que je vais vous dire là, souvent, ça ne va pas aller dans le sens de ce que vous avez déjà écrit. Mais donc, pour vous parler d'obésité, je vais tenter une nouvelle technique. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser les sciences. D'autres personnes l'ont fait, d'autres personnes beaucoup plus qualifiées que moi se sont appuyées uniquement sur les sciences pour convaincre les gens sur l'alimentation, sur le combat contre l'obésité, et ça marche plutôt moyennement. Moi, ce que je vais faire, c'est de la vulgarisation scientifique. Je vais surtout m'armer de mon témoignage en tant que personne qui a été obèse pendant 15 ans. Et vu que je suis quand même un écrivain de fantasy, je vais surtout vous raconter des histoires et des métaphores foireuses pour exprimer mes propos. Donc sans attendre, commençons tout de suite notre voyage et notre réflexion autour de l'obésité. Alors il est important dans cette vidéo de préciser que pour moi, le terme obèse signifie les gens qui sont atteints d'obésité. Un IMC qui est au-delà du surpoids, qui est un IMC d'obésité. Donc sur les 15 années dans lesquelles j'étais dans une spirale de mauvaise hygiène de vie qui m'a amené à l'obésité, je n'ai été vraiment obèse que 10 ans. Et parmi ces 10 ans, mon summum a été 130 kg pour 1m86, mais je me suis stabilisé surtout pendant une année ou deux à 125 kg pour 1m86. Ça fait quelques années que je perds du poids et je continue à faire ces efforts pour justement sortir de l'obésité. Mais une chose que j'ai observée sur ces 15 ans, c'est que les gens autour de moi, toute personne qui n'est pas obèse, en fait, ne comprend pas ou n'a pas du tout une bonne vision, une bonne compréhension de ce qu'est l'obésité. Et donc, dans cette partie qui va parler d'obésité individuelle ou personnelle, je vais surtout m'appuyer sur mon témoignage, mon vécu en tant qu'obèse. Et pour ça, je vais vous faire une première métaphore foireuse. Alors on va tous imaginer qu'on est sur une énorme station de ski. Chacun d'entre nous se trouve sur une piste. Cette piste, elle représente notre hygiène de vie et nos habitudes alimentaires. On va prendre l'exemple par exemple de Johnny. Johnny, 1m86, 76 kg, qui se trouve sur une piste verte. C'est-à-dire qu'à côté de lui, il a un panneau
vert avec marqué 76 kg. Pendant Noël, pendant ces périodes de fête, il va se laisser un peu aller, donc il va glisser sur sa piste, il va prendre du poids. Il va voir le panneau 77 kg arriver, 78 kg arriver, toujours sur sa piste verte. Après cette prise de poids, il va s'arrêter sur la piste, il va observer le 76 kg qu'il veut atteindre, et il va faire les efforts pour retrouver le poids qu'il a envie d'avoir. Donc il peut utiliser la technique du canard, la technique de l'escalier. Bon, si vous ne connaissez pas trop le ski, ça ne vous parle pas trop. Ou simplement, il déchausse et il remonte à pied la piste pour atteindre les 76 kg. Alors, le but est exprès de donner une piste verte, quelque chose de pas pentu, quelque chose qui est simple à gravir, pour vous dire qu'une personne qui a une très bonne hygiène de vie, perdre du poids, c'est pas quelque chose d'extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser les efforts fournis, mais que, en faisant un peu plus d'activité, en faisant un peu attention à ce que tu manges, tu retrouves ton poids dans le temps assez facilement. Et maintenant, on va parler de Max Lédier. Max Lédier, 17-18 ans, 1m86, 76 kg, un étalon de la masculinité, vraiment un beau gosse. Je vous montre pas de photos parce que j'ai pas trop envie de vous éblouir ou simplement de me contredire. Quoi qu'il en soit, lui, il est sur une piste bleue, c'est-à-dire que il a quand même un bon appétit, il peut prendre du poids plus rapidement, parce que c'est plus pentu, parce qu'il peut prendre plus de vitesse quand il commence à manger beaucoup, mais il a toujours une très bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que il mange quand même des produits assez sains et il fait beaucoup de sport, beaucoup de foot. Stopper pour ceux que ça intéresse. Surnommé le rugbyman. Quand on te surnomme le rugbyman au foot, c'est que t'es quand même plus proche de Rudiger que d'Mbappé en talent pur. Quoi qu'il en soit, dans cet équilibre de vie, dans cette hygiène de vie, il arrive à se maintenir à ses 76 kg. Il peut descendre plus bas que Johnny sur sa piste verte, parce qu'il a un plus grand appétit, il a des moins bonnes habitudes alimentaires que Johnny, mais il arrive à retrouver son 76 kg. Et un jour, il y a un événement majeur qui va arriver dans sa vie où il ne va plus du tout se focaliser sur son hygiène de vie, sur la manière dont il s'alimente. Et là, il va emprunter un hors-piste. C'est-à-dire que pendant ce hors-piste, il va prendre de la vitesse, il va être dans le brouillard total. C'est-à-dire que quand vous visualisez la piste, chaque kilo est affiché sur la piste. Tu les vois, tu vois les kilos que tu prends. Dans le hors-piste, c'est différent. Tu es dans le brouillard. Tu es à 76, tu regardes de temps en temps, paf, 82. Tu es là, ouais, quand même. Tu regardes encore une fois, 86. Là, tu t'arrêtes sur ton hors-piste. Tu es toujours dans le brouillard, mais c'est un poids qui te choque. Pourquoi il te choque? Parce que déjà, tu rentres dans le surpoids. C'est le poids qui est égal à ta taille et ça te marque parce que c'est la première fois que tu l'atteins. Mais tu restes dans l'illusion de contrôle. C'est-à-dire que c'est pas désastreux, certes, tu es en surpoids, mais aujourd'hui, je vous assure, atteindre 86 kg, ce serait quelque chose d'exceptionnel pour moi. Donc, tu es encore dans cette illusion de contrôle. Tu sais qu'il faut que tu fasses attention, mais tu as d'autres préoccupations à côté. Donc, ce que tu vas te dire, c'est, bon, ça va, c'est pas désastreux. Par contre, au moment où j'atteins 90 kg, là, je dois me reprendre en main parce que c'est la preuve que je ne contrôle rien. Tu continues ton hors-piste et très rapidement, vu que tu as pris de plus en plus de vitesse, très rapidement, tu crois percevoir un 92. Donc tu prends le temps de t'arrêter, de réduire ta vitesse et là, tu t'arrêtes devant un panneau 96. Sauf que ce panneau 96, il est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il est de couleur noire. Parce que finalement, tu es enfin sorti du hors-piste. Et tu es arrivé sur une nouvelle piste qui va toujours représenter ton hygiène de vie et tes habitudes alimentaires, qui est maintenant une piste noire. Quelque chose d'extrêmement pentu, quelque chose de verglacé. Là, tu ne peux plus te voiler la face. Tu as pris 20 kilos en quelques années. Tu t'es dit, dès que j'atteins 90, j'agis. Et bien, sans t'en rendre compte, tu es arrivé à 96. Donc, tu regardes le sommet de ta piste noire, tu vois au loin le 76 et tu te dis, let's go. I'm on my way, I'm on my way. Quand on est au plus bas, il ne reste qu'une direction et c'est vers le haut. Donc tu grimpes. 96, 95, 94, 93, 92. Personne ne t'arrête, tu perds facilement. Là, tu l'as fait en un mois, c'est-à-dire que tu fais le calcul, dans 2 mois, c'est fini, tu es de retour à 76. Du coup, ça va pas être si dur que faute de quart. Tu retombes à 96. C'est pas grave, tu reprends. I'm on my way. 96, 95, 94, faute de quart. 98. Vous vous rappelez quand tu es à 96 et que tu te dis, là je suis au plus bas, je ne peux que remonter. J'avais tort. Tu peux tomber plus bas. 98 kg. Je ne mollis pas l'effort. 97, 96, faute de quart. 100. Et c'est cette spirale dans laquelle les personnes obèses vont souvent tomber. Alors comment représenter cette faute de quart? C'est très simple. Une personne, quand on arrive dans l'obésité, on est alarmé. On a pris 20 kg en très peu de temps. Ce qu'on veut, c'est perdre ce poids le plus vite possible. Donc on veut franchir la montagne tout droit. C'est-à-dire qu'on veut combattre notre mauvaise habitude alimentaire en restant dans nos mauvaises habitudes alimentaires. Par exemple, un des régimes parmi tant d'autres que j'ai pu mettre en place, c'est le fameux, le week-end c'est festif, donc je mange absolument tout ce que je veux.
Par contre, la semaine, irréprochable. Salade tous les jours, soupe tous les jours. Et c'est exactement ce que je maintiens. Et la faute de quart, c'est quoi? Ah ben, il y a un de tes potes qui est revenu, il t'invite au resto. Et finalement, tu ne vas jamais te libérer de tes mauvaises habitudes alimentaires, tu vas juste essayer de les combattre. Et c'est cette spirale qui s'enchaîne en fait. Tu vas enchaîner les régimes de plus en plus restrictifs, mais tu vas pas réussir vraiment à t'en sortir parce qu'en fin de compte, tu retournes toujours sur tes mauvaises habitudes alimentaires. Et c'est là, quand tu es épuisé, en sueur, à 110 kilos, ça veut dire bien plus bas que ce que tu pensais être après tant d'échecs, que tu as Johnny sur sa piste verte qui vient te faire un petit commentaire. Max, je ne comprends pas, je fais 1m86, tu fais 1m86, j'ai des skis, tu as des skis, je suis sur de la neige, tu es sur de la neige, on est exactement pareil. Comment cela se fait-il que tu n'arrives pas à atteindre 76 kilos comme moi? Et toi, tu es là, essoufflé, tout plein de sueur, avec des bleus partout à force de te casser la gueule sur ta piste. Tu lui dis, mais toi, tu es sur la piste verte, la piste Mickey. Moi, je suis sur un mur verglacé de la mort qui tue. Et c'est ça la différence. Et souvent, ce que vont dire ces personnes-là, c'est, mais en plus, tu sais que l'obésité, c'est mauvais pour ta santé. Donc, ça devrait être une source de motivation pour te faire perdre du poids. Et ça l'est. Mais ce que vous devez prendre en compte, c'est qu'il y a un autre facteur qui est beaucoup plus destructeur, c'est le fait de rater ton régime plusieurs fois. Évidemment, quand tu es en obésité, te dire « je vais perdre du poids », c'est une motivation parce que c'est mauvais pour la santé, elle est présente, mais vous devez prendre en compte qu'elle ne compense pas le sentiment destructeur que tu ressens quand tu ne cesses de dégringoler sur ta piste, que tu ne cesses de rater tes régimes, que tu ne cesses d'être emprisonné dans, finalement, une hygiène de vie qui n'est pas saine. Et si on continue sur cette métaphore des pistes de ski, en fin de compte, une fois qu'une personne obèse est sur cette piste noire, pour toute personne obèse, essayer de franchir cette piste à la force de vos bras et de vos jambes, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On pense prendre le chemin le plus court vers les 76 kilos, mais on ne réalise pas qu'on prend le chemin le plus difficile. Ce qu'il faut faire, si on continue sur cette métaphore, c'est trouver un autre hors-piste. Alors encore une fois, c'est une métaphore. Je ne conseille à personne de faire du hors-piste sur du ski. Mais là, dans la prise de poids, dans les habitudes alimentaires, il faut prendre un autre hors-piste qui va t'amener vers une piste bleue, une piste verte, une piste rouge, peu importe laquelle. Le but, c'est de trouver une hygiène alimentaire et des habitudes alimentaires qui te permettent d'atteindre 76 kilos, non pas le plus vite possible, mais le plus sûr possible. Le plus sûr possible pour que lorsque tu fais un écart, lorsque tu fais une faute de quart, tu tombes moins bas. Et c'est là où cette idée de pente est intéressante. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette métaphore. Et en fin de compte, ce qu'il faut réaliser, c'est que ces fameux hors-pistes qui représentent, c'est des habitudes alimentaires que tu vas transformer. Et ce que je veux expliquer, c'est que pendant mon premier hors-piste, c'est-à-dire celui qui me mène d'une piste bleue où mon alimentation est saine à une piste noire dans laquelle mon alimentation est malsaine, il y a des transformations qui se déroulent. C'est-à-dire que je change mes habitudes. Par exemple, aujourd'hui, tu vas faire de la muscu avec un de tes copains. Tu fais 10 pompes, ton copain fait 10 pompes. Un an se déroule, toi tu t'es jamais entraîné, lui il s'est entraîné tous les jours, tu n'es pas étonné de voir que toi tu fais toujours que 10 pompes, mais lui il peut en faire 100 ou 200, parce qu'il a habitué son corps, il a habitué ses muscles à pouvoir faire plus de pompes. Dans l'obésité, c'est moins glorieux, mais c'est pareil. Finalement, ce premier hors-piste, celui qui m'amène de ma piste bleue d'alimentation plus saine, d'hygiène de vie plus saine, qui m'amène à la piste noire, pendant un certain nombre d'années, je me suis habitué à changer mes rapports avec l'alimentation. Je mangeais de plus en plus gras, je mangeais de plus en plus et j'habituais mon corps à manger plus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va arrondir, on va vulgariser les sciences en disant qu'un être humain a besoin de 2000 calories par jour pour être en bonne santé. C'est évidemment de la vulgarisation, c'est pour qu'on se repère et c'est plus simple pour les mathématiques. Ça varie évidemment d'une personne à une autre. Et c'est quelque chose qui va être intéressant. Pendant ma moins bonne période durant mon obésité, c'est-à-dire la fameuse année ou 2 années où je me suis stabilisé à 125, 126, voire 130 kilos, il y a un calcul que tu peux faire. C'est-à-dire qu'en fonction de ma taille, je peux retrouver combien de calories je mangeais par jour. Et par jour, je mangeais entre 3000 ou 3500 calories. Et c'est vraiment l'observation que j'ai eue sur ces 15 ans d'obésité, où je trouve que les gens ne réalisent pas à quel point ils ne comprennent pas ce qu'est l'obésité. Ils sont vraiment à la ramasse. Et je vais vous sortir 2-3 pépites. Alors la première pépite, c'est Max Lédier, il doit être à 115-120 kilos, donc gros bébé. Et pour son repas de midi, il mange avec une camarade et il mange des carottes râpées et du jambon. Pendant toute l'après-midi, cette camarade va lui proposer des bonbons, va lui proposer du chocolat, avec insistance. Max Lédier ne comprend pas. Il est obèse, il essaye de faire un régime. Pourquoi cet ami lui propose des produits extrêmement dégueulasses alors qu'il lui a dit explicitement qu'il était en régime?
Donc je refuse à plusieurs reprises, jusqu'à lui dire « Arrête de me proposer, je dirai non jusqu'à la fin de mes jours ». Ce qui n'est pas vrai, hein. Mais bon. Ce à quoi elle me répond « Tu sais, l'humain a besoin de gras pour survivre ». Vous voyez la situation où elle ouvre son cahier de croyances, elle prend une phrase au hasard, elle te la balance. Ben, c'est exactement ça. Toi, tu es là, 120 kg de graisse à côté d'elle, et ton ami te dit que l'humain a besoin de gras pour survivre. Tu la regardes, et je lui réponds avec un grand sourire « Ne t'inquiète pas, en termes de gras, j'ai ce qu'il faut ». Et c'est quelque chose qui va être très important à préciser. Évidemment, quand tu es obèse et que tu veux perdre du poids, les gens vont te soutenir à premier abord. Bien sûr qu'ils vont dire c'est une bonne chose que tu veuilles perdre du poids. Par contre, n'attendez pas à ce qu'ils vous soutiennent sur le long terme. Pourquoi? Dès que vous allez prendre une décision qui est bonne pour vous, mais qui ne va pas avec leurs croyances sur l'alimentation, ils vont complètement retourner leur veste. Par exemple, tu viens prendre un verre, non, je ne bois plus d'alcool. Ah, mais c'est pas bien de faire ça, faut pas arrêter drastiquement l'alcool. Si, t'inquiète, j'arrête l'alcool. J'ai arrêté l'alcool depuis des années. Okay. On va faire un restaurant. Désolé, je ne mange plus au restaurant. Ce qui m'intéresse au restaurant, c'est des produits gras, des produits transformés, ça ne fait plus partie de mon alimentation. Et en plus, et ça c'est autre chose, c'est qu'en tant qu'artiste, j'ai absolument aucun budget sur les restaurants parce que je ne vais pas dépenser 50% de mon budget d'aliments par semaine pour un repas. Donc les restaurants, c'est non. Et là, ça va provoquer énormément de réactions. Donc, autre situation, tu es dans un repas mondain, que ce soit un repas familial, un repas avec des amis, avec plein de gens qui t'entourent. Et ils t'ont connu, eux, par contre, à 120 kg, 125 kg, ils te voient arriver à 105 kg, ils te disent « Waouh, t'es super maigre », ce qui est vrai dans leur référentiel. Et dans ces situations-là, les gens vont avoir toujours deux réactions qui sont souvent les mêmes. La première, c'est « Ah bah tu t'es remis au sport pour perdre du poids ». Non. J'ai toujours fait du sport, même quand j'étais obèse. Et une autre réaction qui va arriver quand tu as refusé de l'alcool ou de la charcuterie, ça va être « Oh mais attends, là t'es trop maigre, faut vraiment que tu arrêtes ton régime ». Alors déjà non, je vous assure qu'à 105, 197 kg, je suis encore trop lourd pour pouvoir faire le sport que j'ai envie de faire. Donc non, je ne suis pas satisfait avec mon poids. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est tu penses que c'est quoi mon régime? Et c'est ça qui est problématique. 99% de mon entourage, lorsqu'ils m'ont vu perdre 25 kg, ils ne m'ont pas demandé ce que je mangeais avant, ils ne m'ont pas demandé quel est mon régime alimentaire aujourd'hui, ils ne m'ont pas demandé quelle était mon activité sportive avant, quelle est mon activité sportive aujourd'hui. Ils ont pris leur cahier, pris deux phrases sorties au pif et ils l'ont balancé. Et c'est toujours les mêmes. Mon régime, c'est manger du riz, des pâtes, des patates, des légumes, des fruits et de la viande blanche. Quand tu me dis d'arrêter mon régime, je fais quoi? J'enlève tout ça? Je me remets à chips, burgers et pizza tous les jours? Je ne comprends pas cette phrase. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Vous devez réaliser que si vous n'êtes pas obèse, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et pour ça, je vais vous parler d'une vidéo qui va revenir plusieurs fois dans cette vidéo. Ça s'appelle « Pourquoi l'humanité est de plus en plus obèse ?» ou un truc comme ça, je ne me rappelle pas du titre. Et il y a marqué entre parenthèses « L'alimentation ne fait pas tout ». Dans cette vidéo, il y a une approche un peu plus scientifique, avec des études à l'appui. C'est quelque chose d'intéressant et je vous invite à la regarder. Cette vidéo va mettre en avant les différents facteurs de l'obésité. Elle va prendre le surplus calorique, elle va prendre la qualité de l'alimentation, elle va prendre la biologie, c'est-à-dire la génétique et tout. Ça va être l'activité physique, la sédentarité, et également la psychologie. On retrouve également l'environnement de vie, c'est-à-dire votre vie professionnelle, votre vie personnelle, ce à quoi les commentaires vont continuer à mettre d'autres facteurs de l'obésité, par exemple le sommeil, et c'est vrai que ça peut avoir un impact. D'autres vont s'insurger en disant que de toute façon l'obésité c'est une maladie, ou l'obésité c'est un choix. On se retrouve avec cette conception de l'obésité, avec tous ces facteurs et tout ce que peut représenter l'obésité. On va se mettre d'accord. L'obésité personnelle, l'obésité individuelle, c'est la mienne. L'obésité de Max Lédier n'est pas la même que l'obésité de Gertrude. Moi, Max Lédier, je regarde ces facteurs. Je vous dis, les facteurs de mon obésité, c'est le surplus calorique, la qualité de l'alimentation et la psychologie. Là, vous vous dites, mais t'es sûr que tu fais assez de sport? Rassurez-vous, les coupables ont été identifiés. Mais t'es sûr que tu dors bien et... Les coupables ont été identifiés. Surplus calorique, mauvaise qualité des aliments et psychologie. Ce sont les trois facteurs. Et la maladie ou le choix, pour moi, l'obésité, c'est une addiction. Parce que ce que vous avez observé, c'est que surplus calorique et mauvaise qualité de l'alimentation plus psychologie, ça veut dire trouble de l'alimentation. Et je suis quelqu'un qui mange de manière compensatoire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de manger de manière compensatoire, mon obésité a commencé à l'adolescence. Et comme à l'adolescence, lorsqu'une personne
vit quelque chose de traumatisant ou qu'il a du mal à surmonter, il peut utiliser une substance pour compenser ça. C'est-à-dire que pour gérer une grande anxiété, une grande détresse, une grande angoisse, il va s'appuyer sur une substance pour l'aider à surmonter ça. Pour certaines personnes, c'est la cigarette, pour d'autres personnes, c'est l'alcool, pour d'autres personnes, c'est la drogue. Pour moi, c'était la bouffe. Je signale que quand on parle d'angoisse ou de stress et de détresse, c'est lorsque tu surmontes un trauma ou lorsque tu as des questions existentielles sur ta vie. Ce n'est pas « j'ai oublié mes clés, bon, allez, c'est bon, je vais à McDo et ça ira mieux ». C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus identitaire. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé de prendre 30 kilos en 6 mois. Ce que je dois vous expliquer, c'est que c'est extrêmement atypique. Mon obésité n'est que la mienne. Si vous êtes obèse, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas le même rapport, vous n'avez pas les mêmes facteurs de risque que moi. Et pourquoi je dis que je le vis comme une addiction, c'est parce que pour sortir de mon obésité, la meilleure manière que j'ai trouvée, c'est d'appliquer à la bouffe ce que j'ai appris en addictologie. Et donc maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie, c'est-à-dire notre réflexion sur l'obésité sociétale ou l'obésité collective. Aujourd'hui, une croyance extrêmement réputée dans notre société, c'est que pour combattre l'obésité, ce qui est le fléau de notre société, c'est très simple. Il suffit que tous les obèses arrêtent d'être obèses. Et il n'y aura plus d'obésité. Donc, toute la responsabilité de l'obésité en France est sur le dos des obèses. Le problème de ça, c'est que Max Lédier, il lui faut des années pour sortir de l'obésité. Et pour un Max Lédier qui sort de l'obésité, t'as 6 personnes qui rentrent dedans. Donc tu combattras pas l'obésité comme ça. Parce que le questionnement, c'est pourquoi les gens rentrent dans l'obésité. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on va s'étudier d'une science humaine que je trouve pertinente, qui est une des plus incroyables que j'ai jamais étudiées, la sociologie. C'est-à-dire la réflexion autour de la société et des groupes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment combattre l'obésité en France. Et là, il y a quelque chose qui va être très important. Lorsque tu travailles en sociologie, ce qui est important d'exclure, c'est l'unicité de chaque individu. Tu vas avoir quelque chose de global. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit pour vous sensibiliser sur l'obésité, tout ce que je vous ai dit pour vous sensibiliser sur l'obésité individuelle, c'est-à-dire l'obésité de Max Lédier, qui n'est pas la même que l'obésité de Gertrude, qui n'est pas la même que l'obésité de Gérard, dans la réflexion qui va suivre, dans notre travail pour combattre l'obésité qui est un fléau de notre société, on n'en a rien à foutre. Que Max Lédier soit obèse pour ces raisons, que Max Lédier combatte l'obésité pour cette raison, ça n'influence en rien notre combat contre l'obésité. Max Lédier et les millions d'obèses ne sont pas pertinents pour notre combat contre l'obésité. Et pour ça, je vais prendre comme exemple un autre combat qu'on a mené contre quelque chose qui était extrêmement néfaste pour notre population, la sécurité routière. Et pour ça, il faut voir comment on a combattu entre les années 1970 et aujourd'hui la sécurité routière. Je vous mets un graphique qui vous explique à peu près ça. Vous allez voir qu'il va y avoir 3 axes principaux sur lesquels on va se focaliser. C'est-à-dire le port de la ceinture, les limitations de vitesse et la consommation d'alcool. Ça va être les 3 axes sur lesquels on va faire beaucoup de lois, de mesures pour justement sensibiliser les gens et assurer la sécurité. Il y a évidemment d'autres choses à prendre en compte. C'est qu'en parallèle de ces mesures, de ces lois sur ces facteurs principaux, les constructeurs automobilistes ont mis en place de plus en plus de fonctions de sécurité sur nos véhicules pour assurer notre sécurité. Pareil pour les routes qui ont été réfléchies pour assurer plus de sécurité aux utilisateurs. Mais la première étape, et une des étapes qui va arriver avant des changements de loi, c'est la sensibilisation. Et là, je vais vous raconter le Max Lédier de 6e qui voit un pompier arriver pour le sensibiliser sur la sécurité routière. Le pompier arrive et sa première anecdote, c'est « La semaine dernière, j'ai ramassé la cervelle d'une vieille sur le trottoir. » Évidemment, il ne l'a pas dit comme ça, j'aime bien la raconter comme ça. Il t'explique, elle a mis un cajot de fruits sur sa lunette arrière, elle a freiné d'un coup, elle a été scalpée. Voilà, Max Lédier, 6 ans, bon déjà il commence un peu à flipper. Deuxième histoire, il y a un an, il y a un père de famille qui ne voulait pas forcer son enfant à attacher sa ceinture. Il a eu un accident. Alors son enfant est mort, parce qu'il n'avait pas de ceinture. Mais avant de mourir, son enfant lui a fracassé la colonne vertébrale. Et donc, son père, en plus d'avoir perdu son enfant dans un accident, est paralysé à vie. Et ce que nous disait le pompier, c'est donc, si vous n'avez pas grand-chose à faire de votre sécurité à vous, faites-le pour votre maman ou votre papa pour éviter de les paralyser. À l'époque, la sensibilisation routière, on y allait à fond. Et ça marche, c'est efficace. C'est comme ça qu'on doit procéder. Et donc, pour essayer de reproduire ce succès sociétal qui a fait tomber drastiquement la courbe des morts sur la route, on va essayer de s'y inspirer pour l'obésité, pour essayer que la courbe de l'IMC moyen français, du poids moyen français, descende. Et donc, pour copier un peu le succès de notre combat contre les morts sur la route, pour l'appliquer à l'obésité, parmi tous les facteurs qu'on a, il faut qu'on identifie quel est le facteur principal
et comment on agit massivement contre lui. Mais par rapport à la sécurité routière, on va avoir une problématique. C'est comme je vous l'ai dit, les croyances de l'alimentation, elles sont extrêmement puissantes. Et comme vous le voyez, dans l'alimentation, on s'arme de connaissances et nullement de sagesse. Alors, quelle est la différence entre la connaissance et la sagesse? Il y a un exemple que je trouve très rigolo, mais qui est très bon. C'est la connaissance, c'est savoir que la tomate, c'est un fruit. La sagesse, c'est savoir qu'il n'a rien à faire dans une salade de fruits. Et aujourd'hui, c'est exactement ça. Quand tu regardes les débats sur l'obésité, sur l'alimentation, tout ce qu'il y a, c'est des échanges de connaissances. L'obésité, c'est ceci. L'obésité, c'est cela. Le sommeil est un facteur. La génétique est un facteur. Et c'est quelque chose aujourd'hui où on se retrouve avec, évidemment, tous ces facteurs de risque, mais on ne fait rien. Mais on ne sait pas quoi faire. On a la connaissance, mais on ne l'utilise pas. On ne sait pas quoi en faire. Autre problème dans l'obésité et dans l'alimentation, c'est qu'il y a une résistance aux sciences. C'est-à-dire qu'on a un raisonnement anti-scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis, scientifiquement, on a prouvé que les hommes sont plus grands que les femmes en France. Bon, vous allez me dire, ok, je te crois. Personne ne va me dire, bah non, Gertrude fait 2,10 m. Du coup, c'est faux, parce que Gertrude fait 2,10 m. Dans l'obésité, c'est exactement ce qu'on fait. Et donc, sans vouloir vous influencer, si je vous dis le facteur principal de l'obésité, c'est la malbouffe, c'est les produits transformés, c'est le surplus calorique. Globalement, ce n'est pas le facteur principal pour tout le monde, mais c'est celui qui est le plus présent dans les millions d'obèses en France. C'est un facteur important pour des millions d'obèses en France. C'est le principal. Là, les personnes vont avoir un raisonnement anti-scientifique. Non, parce que le cousin du voisin de mon oncle, bah, en fait, il est obèse, mais c'est pas à cause de l'alimentation, c'est parce qu'il a les os très lourds. Il est petit, canadien et poilu, et on a l'impression que ses os sont faits d'adamantium. Du coup, il est obèse, mais c'est pas à cause de l'alimentation. Et donc, le raisonnement anti-scientifique qu'on va faire, on a cette exception. Et on va dire, vu que cette exception existe, tout le raisonnement est faux. Aujourd'hui, on va dire, le problème, c'est l'obésité. Les gens vont dire, bah non, parce que regarde, l'IMC, selon l'IMC de l'obésité, Teddy Riner, bah, il est obèse, et donc c'est n'importe quoi. Et donc tout le combat sur l'obésité n'a aucun sens, parce que Teddy Riner est obèse. Vous allez me dire que Teddy Riner est en mauvaise santé? Non. Encore une fois, on s'arme de connaissances et pas de sagesse. La connaissance, c'est savoir que l'IMC, c'est un indicateur. C'est quelque chose qui va mesurer ton IMC, ton indice de masse corporelle, en fonction de ton poids et de ta taille. La sagesse, c'est savoir que dans la vie, le sport, les muscles, c'est bon pour la santé. Le gras, l'alimentation malsaine, c'est mauvais pour la santé. Quand tu as beaucoup de sport et pas beaucoup de gras, tu es en bonne santé. Quand tu as beaucoup de gras et pas beaucoup de sport, tu es en mauvaise santé. Donc Teddy Riner, oui, il a un IMC d'obèse parce que c'est un indicateur. Mais tout le monde sait que Teddy Riner, c'est un athlète, c'est un champion parce que c'est une montagne de muscles. Donc tu ne t'inquiètes pas pour lui, c'est une exception, mais il ne va pas rentrer dans le débat et la préoccupation qu'on doit avoir pour les personnes qui sont obèses et en mauvaise santé. Encore une fois, le but dans la sociologie, ce n'est pas de faire des généralités, c'est d'essayer de se focaliser sur le facteur principal qui est celui qui impacte le plus notre société. Et aujourd'hui, on va voir c'est lequel. Dans cette vidéo sur laquelle je m'appuie, on explique, et c'est vrai, on mange trop et on fait pas assez de sport. Cette conclusion est vraie, mais elle n'est pas pertinente. Pourquoi elle n'est pas pertinente? Parce que je vous montre juste ce graphique-là. Ce graphique-là explique qu'on mange en moyenne, encore une fois, c'est de la vulgarisation, 2884 calories par jour. Par jour, on mange 2884 calories. Dans notre schéma de pensée qu'on a installé là, pour un Français moyen, parce qu'on va se focaliser sur la France, il faut 2000 calories par jour. Donc, cet écart de calories, comment tu le compenses avec le sport? En faisant 1 heure de footing par jour, tous les jours, jusqu'à la fin de tes jours. Quand on doit identifier quelle est la problématique numéro 1 de l'obésité, aujourd'hui, je vous assure, tout le monde pense que c'est le sport. Le facteur sur lequel on doit se focaliser, c'est le surplus calorique et la mauvaise qualité d'alimentation. Et c'est ce qu'on va expliquer. À partir de là, on va faire 2 équipes. J'espère vraiment que vous serez dans la mienne, mais je comprends si vous ne l'êtes pas. Les 2 moyens qu'on a de combattre l'obésité d'un point de vue sociétal, c'est soit on se focalise sur le nombre de calories qu'on ingère qui est trop grand et sur la qualité des aliments qu'on mange, et on sensibilise pour que les gens fassent moins ces comportements mauvais, ou alors on fait une influence pour que tous les Français courent 1 heure de footing par jour. Je ne trouve cette deuxième solution absolument pas réaliste. Tu ne vas pas pouvoir forcer les gens à faire 1 heure de footing par jour, c'est même pas conseillé pour votre santé. Et ce que je veux dire, c'est que vu qu'on est dans de la vulgarisation scientifique, le but ce n'est pas de prouver que j'ai raison, le but c'est de vous donner des ordres de grandeur. Aujourd'hui, on mange tellement que si on veut s'armer du sport pour combattre l'obésité sociétale, il faut que chaque Français, jusqu'à la fin de ses jours, fasse 1 heure de footing. Ce n'est pas imaginable selon moi.
sachant que l'autre option, c'est juste de se dire on va sensibiliser, on va agir contre les produits transformés. Pourquoi les produits transformés, ultra transformés et les fast-foods? Parce que dans notre alimentation, c'est les aliments qui sont le plus chargés en calories. Et donc par contre, il y a une équipe que je ne veux pas entendre, c'est celle qui me dit « Alors sinon, ce que tu fais, c'est qu'on mange tous un peu moins et on fait plus de sport. » Non. Tu es dans une étude sociologique, ton but c'est de changer le peuple français. Tu ne viens pas lui proposer des solutions avec 2 variables. Tu te focalises sur une variable. Si tu en mets 2, c'est le bordel. Comment tu sais si ce que tu fais fonctionne? Si tu ne sais pas si l'impact positif pour un individu, c'est la bouffe ou c'est le sport, tu te focalises sur le principal. Et j'espère vous convaincre que le principal, c'est le surplus calorique et la mauvaise qualité de l'alimentation. Encore une fois, s'il vous plaît, l'obésité c'est mauvais pour la santé, personne ne va débattre là-dessus. Mais entre nous, quand je vous dis quel est le facteur principal de l'obésité, l'alimentation c'est quand même un bon candidat. Donc il faut qu'on fasse au plus simple. Je vais préparer une métaphore pour expliquer un peu la vision que j'ai du combat qu'on fait contre l'obésité aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de Jeff. Jeff, ce qu'il aime faire, c'est cuire un steak parfait et le déguster dans son bain. C'est son kiff. Donc, il commence à lancer son steak et il coule son bain, mais à fond. Le robinet est à fond. Donc, il va faire des allers-retours entre la cuisine et la salle de bain. Et à un moment, il va remarquer que son bain se remplit beaucoup trop vite. Donc, ce qu'il va faire, il va aller prendre un bol dans la cuisine et il va vider son bain dans l'évier pour être sûr que le bain soit parfait au moment où le steak est prêt. Et après beaucoup d'efforts, beaucoup d'allers-retours, il s'allonge dans son bain et il déguste son steak. Il passe un très bon moment. Son ami Kate vient le voir et il va expliquer le bordel absolu que c'était pour préparer ce moment spécial pour lui. Et Kate lui dit « Bah t'es con, ce qu'il fallait faire c'est prendre une bassine. » Donc là, normalement je vous ai perdu, et c'est normal. Aujourd'hui, on est sur quelque chose où on est d'accord, tous d'accord pour dire que l'obésité, le surpoids de notre société, c'est-à-dire qu'il y ait un individu sur 2 qui sera en surpoids, c'est quelque chose qui est principal. Le problème, c'est pourquoi, pour essayer d'agir sur ce problème, on essaye toujours de faire un truc extrêmement compliqué. Pour Jeff et sa baignoire, juste réduis le flot d'eau que tu mets dans ton bain. Tu n'auras pas à faire d'aller-retour. La solution, c'est pas le bol. La solution, c'est pas de changer ton bol par une bassine. Et c'est exactement ça. Est-ce que le sport est important? Oui, on en revient juste après. Par contre, ce que je veux sensibiliser les gens, c'est quand on dit le sport pour combattre l'obésité, c'est comme si, à l'époque de la sécurité routière, on disait aux gens faites attention, avant de prendre la route, allez voir votre ophtalmo pour être sûr que vous avez une belle vue. Parce que la vue, c'est très important pour conduire. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas quelque chose qui va te permettre de limiter le nombre de morts. Le sport est une très bonne chose, je vais en parler juste après, mais aujourd'hui, on ne combattra pas l'obésité, on ne peut pas continuer notre combat contre l'obésité en décrivant le sport comme le champion contre l'obésité. Donc jusque-là, je vais résumer les 3 croyances qui alimentent ma réflexion. La première, l'obésité c'est mauvais pour la santé. Deuxième croyance, le facteur principal sur lequel on doit agir sociétalement, c'est la malbouffe, les produits transformés, car dans notre alimentation, c'est ceux qui n'apportent aucun nutriment et qui vont être la cause du surplus calorique. Troisième chose très importante à penser, le sport est capital pour votre santé. Par contre, je me retrouve dans une situation extrêmement délicate aujourd'hui pour m'exprimer devant vous. Et donc, je vais vous parler d'une petite anecdote pour essayer de représenter pourquoi c'est extrêmement difficile d'avoir une analyse pertinente sur le sport dans notre combat contre l'obésité. J'ai travaillé auprès de bénévoles d'une ONG de développement. Le but de cette ONG était d'apporter une éducation de qualité à tous les enfants en France, et surtout les personnes les plus défavorisées. Cette ONG était internationale, c'est-à-dire qu'on avait des collègues, par exemple en Afrique, qui travaillaient sur ces mêmes thématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos bénévoles allaient demander de l'argent aux gens dans la rue, et lorsque les bénévoles demandaient de l'argent dans la rue, on leur expliquait bien cela. C'est-à-dire qu'on va récolter de l'argent pour que les Français, les locaux français, les bénévoles français, fassent des actions sur l'éducation pour le peuple français. Cet argent permettait aussi de soulever des fonds qui permettaient à notre branche en Afrique, dans des pays africains, de leur côté, de développer aussi des actions pour développer l'éducation de leurs enfants. Mais quelque chose qu'on précisait énormément, c'est que ces actions-là étaient toujours locales. Ce qui était important à dire, c'est que ce n'était pas « donnez-nous de l'argent, nous les Français, on va expliquer aux Africains comment éduquer leurs enfants ». Non, c'était toujours géré nationalement. C'était juste pour préciser comment fonctionnait l'ONG. Et au bout d'un moment, on voit que des bénévoles utilisent une autre technique pour récolter de l'argent, plutôt d'expliquer ce que fait notre ONG internationalement. Ils vont montrer une photo d'un petit Africain et ils vont dire « Regardez, il a faim, donnez-nous de l'argent pour qu'on les aide ». Et les gens donnent. Et le discours des bénévoles, c'est « Bah oui, on sait que ce n'est pas vraiment en phase avec la réalité,
Mais d'un côté, c'est le discours qui nous permet de gagner plus d'argent. Et cet argent, on l'utilise pour des bonnes causes. Et c'est là où se pose un problème éthique. Oui, c'est une bonne chose de donner de l'argent pour aider les enfants. Oui, c'est une bonne chose pour donner de l'argent pour aider les enfants en France ou en Afrique. Mais d'un point de vue éthique, c'est discutable. Et aujourd'hui, c'est exactement le problème que j'ai dans le sport. Est-ce que le sport est important pour votre santé? Oui. Est-ce que c'est capital pour votre santé? Oui. Est-ce que le sport a un impact majeur sur votre combat contre l'obésité ou vos pertes de poids? Non. Ça ne veut pas dire qu'une personne obèse ne doit pas faire de sport. Si vous faites du sport, c'est bien. Si vous en faites plus, c'est mieux. Tu es obèse et tu ne fais pas de sport, c'est mauvais pour ta santé. Tu es en surpoids, tu ne fais pas de sport, c'est mauvais pour ta santé. Tu es un top modèle et tu ne fais pas de sport, c'est mauvais pour ta santé. Et c'est vraiment ce discours-là qui est important. Donc, aujourd'hui, que le sport soit catégorisé comme le bouclier contre l'obésité, ça pousse les gens à faire plus de sport. Donc, c'est quelque chose de positif, comme donner de l'argent pour aider des enfants. Mais le problème, c'est que dans notre communication, éthiquement, il y a un problème. Et le problème du discours qu'on a avec le sport et l'obésité, c'est qu'aujourd'hui, les croyances françaises, c'est si tu es obèse, c'est que tu fais pas de sport. Si tu sors de l'obésité, c'est parce que tu t'es remis au sport. Les obèses, de toute façon, c'est des feignants qui ne veulent pas faire de sport. Et c'est ces croyances qu'on va développer. Et ça, c'est problématique. Autre problématique, des personnes qui sont en obésité, qui n'arrivent pas à sortir de l'obésité, vont dire, bon, de toute façon, moi, ça ne sert à rien, je ne sors pas de l'obésité. J'y arriverai pas, donc ça ne sert à rien que je fasse du sport. C'est faux. Tu es obèse, tu dois faire du sport. C'est même capital. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, là ça va être le moment un peu plus sensible où je vais vous demander de vous accrocher. Il y a eu un truc qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est qu'il y a un médicament contre l'obésité qui est sorti. Et là, sur les réseaux, il y a eu beaucoup de réactions qui sont « Oh, regardez, oh, c'est parfait maintenant. On va avoir les lobbies agroalimentaires qui s'enrichissent sur notre graisse, et maintenant, les lobbies pharmaceutiques qui vont s'enrichir sur notre misère. » Et moi, je suis là. Tu penses que l'industrie du sport fait quoi depuis des années? Alors attention, je parle de l'industrie du sport, le grand capital, qui te vend des caleçons spécial perte de gras, tu vois. Je ne te parle pas de ton youtubeur fitness que tu apprécies, qui te communique sa passion du sport, qui te donne des techniques pour pratiquer ton sport, pour avoir une bonne hygiène de vie. Je te parle de l'ogre capitaliste, je te parle du grand capital. Et c'est quelque chose qui nous pénalise énormément dans notre combat contre l'obésité. Aujourd'hui, que le sport soit le bouclier contre l'obésité, c'est quelque chose auquel tout le monde adhère. Déjà pourquoi? Parce que de toute façon, le sport, c'est toujours bien d'en faire. Ce sera toujours bien d'en faire plus. Donc, fais-en autant que tu veux, c'est très bien. Par contre, le fait que le sport soit le bouclier de l'obésité, ça arrange les lobbies agroalimentaires. Le problème, c'est pas nos produits qui sont dégueulasses, le problème, c'est que vous faites pas de sport. Ça avantage l'industrie du sport. Donc, ils ne vont pas contredire ça. Bien sûr que le sport, c'est hyper important. Si vous êtes obèse, c'est que vous faites pas de sport. Le sport est indispensable. Venez acheter nos caleçons anti-gras. Voilà. Ça, c'est l'industrie, encore une fois. Je différencie l'industrie des passionnés qui mettent en avant le sport pour qu'on en fasse plus. Et qui d'autre va alimenter cette croyance? Le peuple français. Et toute personne qui n'est pas obèse va embrasser cette vision, parce que ça va les valoriser. Parce que pour eux, ils ont cette capacité de mentalement être extrêmement forts en sport, etc. Alors que les obèses, c'est des feignants. Les obèses, c'est des incapables. Ils ne sont pas capables de se motiver pour faire du sport et de ne pas être obèses, vu que de toute façon, l'obésité et le sport, c'est intrinsèquement lié. Et les dernières personnes, les seules qui ne sont pas vraiment d'accord avec ça, c'est ceux qui disent « Attends, moi je suis obèse depuis 15 ans, j'ai toujours fait pas mal de sport. » C'est pas forcément intrinsèquement lié. Le sport est un facteur et quelque chose que tu dois faire pour ta santé. Mais aujourd'hui, je trouve ça choquant que 99% des gens autour de moi viennent me voir quand je perds du poids et me dire c'est bien, tu t'es remis au sport, parce que c'est faux. Et donc, encore une fois, là on est dans une réflexion sociétale. Le problème, c'est pas que certaines personnes pensent que le sport peut te sortir de l'obésité. Le problème, c'est pas que les gens pensent que le sport soit quelque chose de bon pour la santé. Le problème, c'est que quand une majorité de notre population pense que si tu es obèse, c'est parce que tu n'as pas fait de sport, que si tu sors de l'obésité, c'est parce que tu as fait du sport, c'est juste faux. En fait, c'est alarmant que autant de personnes pensent ça. Alors, il y a encore une possibilité, c'est que tous les gens que je connaisse soient pas très fut-fut. Ce qui est une possibilité, mais je les connais depuis longtemps et je les aime bien. Ils sont pas plus cons que la moyenne. Et le problème, c'est que les seules personnes qui vont te dire le sport, c'est absolument pas la priorité pour combattre l'obésité. L'obésité, ça se résume à tellement plus de choses que juste il fait pas de sport donc il est obèse et s'il veut arrêter d'être obèse, il a juste à faire du sport. C'est tellement plus complexe et surtout il y a des facteurs comme le traitement des produits transformés, la sensibilisation sur les produits transformés, qui est quand même beaucoup plus principal et qui devrait être notre axe de travail pour améliorer la société. Et les personnes qui disent ça, ils sont obèses et du coup, on ne les écoute pas du tout.
Et pour cause. Ah, on va laisser un obèse qui ne fait jamais de sport nous expliquer comment le sport fonctionne. Je fais du sport. Tu fais quoi comme sport, de la marche? Bah oui. Ah, c'est pas du sport la marche? Bah pour un obèse, si. Mais tu vas jamais perdre de poids en faisant de la marche. Bah je sais, c'est ce que je te dis. Et c'est la problématique qu'on a. Aujourd'hui, vous allez voir une personne obèse qui est essoufflée, qui est plein de sueur parce qu'il marche, et vous allez vous moquer de lui. Alors que pour une personne obèse, marcher, c'est le sport qui lui est conseillé. Tant mes années d'obésité, je marchais tous les jours, au moins 30 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma journée est finie, je suis allé au boulot, je suis revenu, je suis chez moi, je marche 30 minutes de plus. Soit je me balade, soit je tourne en rond. Pour moi, c'était facile, vu qu'en tant qu'écrivain, j'ai toujours des choses auxquelles penser, donc je pensais en marchant. Mais pour une personne obèse, une personne de 130 kg, de 125 kg, marcher tous les jours, c'est du sport. Pourquoi c'est du sport? Parce que tu sues, parce que tu es essoufflé, donc ça veut dire que tu fais du cardio, tu fais travailler ton corps. Et c'est ça le problème. Quand on dit l'obèse doit faire du sport, vous ne réalisez pas à quel point le corps d'une personne obèse est brisé. J'ai fait du sport avec 97-96 kilos. J'ai perdu mon genou droit, je ne le retrouve plus. Dès que je fais une activité, mon genou droit a mal. Mes mollets sont fragiles. Parce que j'ai fait du sport en surpoids. Parce que quand tu as un certain poids, tu as un corps qui est brisé. Mais c'est pour ça qu'une personne obèse doit faire du sport. Mais pas du sport dans l'optique de perdre du poids, du sport juste pour ta santé. Si tu es trop lourd, marcher, c'est du sport. Tu dois le faire pour ton cardio, pour ta respiration, pour faire marcher ton corps. Quand tu es en obésité, même si tu ne veux pas perdre du poids, tu dois faire des renforcements musculaires. Tu dois travailler ton dos, tes abdos, parce qu'avec le poids que tu portes, c'est des douleurs constantes. Tu dois te renforcer musculairement le dos pour ton quotidien en tant qu'obèse. Tu ne fais pas de sport pour perdre du poids, tu fais du sport pour ta santé. Le sport, c'est la santé, et pour les obèses, c'est d'autant plus important. S'il vous plaît, si vous êtes obèse, même si vous n'arrivez pas à perdre du poids, faites du sport. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas obèse, arrêtez de vous focaliser sur le sport pour combattre l'obésité. Concentrons-nous sur les produits ultra transformés. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui rentre dans l'obésité sans que le surplus calorique ou les produits transformés interviennent, c'est l'exception, ce n'est pas du tout la norme. Et une personne qui sort de l'obésité majoritairement et uniquement grâce au sport, c'est l'exception, ce n'est pas la norme. Donc on va passer maintenant à la sensibilisation des produits ultra transformés. Vous vous dites, la sensibilisation sur les produits ultra transformés, est-ce que ça existe? Non. Donc déjà, qu'est-ce qu'un produit ultra transformé? C'est les produits les plus toxiques. Pourquoi c'est les plus toxiques? Parce que ce sont des aliments qui ne te donnent absolument aucun nutriment, c'est-à-dire rien d'important pour ton corps, et en plus qui sont chargés en gras. Ça veut dire que ça va générer beaucoup de dopamine, tu vas beaucoup apprécier le fait de les consommer, mais c'est mauvais pour ta santé parce que c'est chargé en gras et c'est extrêmement calorique, sans t'apporter le moindre nutriment. Pour vous donner une représentation, on va avoir par exemple les patates et les chips. Les chips, c'est fait à partir des patates. Donc on va faire une expérience sociale. L'expérience sociale, c'est Max Lédier, pendant tout son mois de juillet, on va considérer qu'il y a que 30 jours parce que c'est plus simple pour les maths, pendant ces 30 jours du mois de juillet, il va manger 2000 calories par jour. Parmi ces 2000 calories par jour, il va manger par jour 1 kg de patates, soit 800 calories. Donc c'est-à-dire que parmi les 2000 calories qu'il a mangées dans la journée, il y a 800 calories de patates. Il mange 1 kg de patates par jour, soit 30 kg de patates pendant le mois de juillet. Pendant les 30 jours du mois d'août, il va enlever le kilo de patates, il va remplacer ça par 200 grammes de chips. Donc quelles sont les calories de 200 grammes de chips? Eh bien c'est 536 calories pour 100 grammes. Je vous fais les maths rapidement, mais en remplaçant son 1 kg de patates tous les jours par 200 grammes de chips, il va consommer 272 calories de plus par jour. Donc à la fin de son mois d'août, après 30 jours à manger un paquet de chips par jour, il va avoir un surplus calorique de 8000 calories. Donc là, c'est des maths. Bon, certaines personnes, je les ai un peu perdues. En quoi c'est flippant? En quoi c'est flippant? C'est-à-dire qu'en mangeant 30 kg de patates, je vais être plus maigre qu'en mangeant 6 kg de chips. Et ça, c'est hyper flippant. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment se transforme la patate en chips. Tu prends la patate, tu la coupes, tu la cuis dans l'huile. Alors vous vous dites, bah, c'est génial, on démultiplie les calories, on a trouvé une nouvelle manière pour nourrir les gens plus facilement avec des produits ultra transformés. Pas du tout. Pas du tout. Pour faire 1 kg de chips, il te faut 4 kg de patates. Tu prends la patate, tu la mets dans l'huile, tu enlèves tout ce qui est bon dans la patate et tu imprègnes ta patate de matière grasse. Quand tu cuis quelque chose à l'huile,
c'est une mort subite des nutriments. Une des étapes de la sensibilisation, c'est de mettre en avant comment les produits ultra transformés sont faits, de voir comment on prend un aliment qui est sain, on le détruit complètement pour que ce soit de la merde en barre, pour que les gens puissent être déjà un peu plus sensibilisés sur ce que c'est. Et surtout prennent conscience que des chips, c'est plus proche de la cigarette que des patates. Oui, ça te nourrit entre guillemets parce que c'est un aliment, mais en termes de bienfait pour ton corps, la chips, c'est plus proche de la cigarette que de la patate. Et là, on va se focaliser sur la sensibilisation. Et il y a 3 axes que j'aimerais bien corriger. Déjà, vous vous dites, quand on vous dit sensibilisation sur l'alimentation, vous pensez à la publicité. Vous savez, la publicité, il y a marqué des petites choses en bas de votre publicité. Pour votre santé, faire plus de sport. C'est vrai. Pour votre santé, mangez 5 fruits ou légumes par jour. C'est vrai. Pour votre santé, ne mangez pas trop gras ni trop sucré. C'est vrai aussi. Par contre, ce n'est pas de la sensibilisation. Parce que c'est comme si sur vos paquets de clopes, il y avait marqué « Attention, le feu brûle ». C'est vrai, c'est très chiant quand un pote te brûle avec sa cigarette. Ça n'empêche pas que ce n'est pas de la sensibilisation. Pourquoi ? La sensibilisation, c'est 2 choses. Un message clair et compréhensible par tout le monde et un message qui incrimine le produit. Par exemple, mise en situation, voilà, avec mes talents d'acteur limités. Je ne comprends pas, je suis toujours obèse alors que je fais tout ce qu'on me dit. Je mange 5 fruits ou légumes par jour. Par exemple, aujourd'hui, ce midi, salade tomate oignon. La totale, chef, tu connais. Ensuite, le soir, j'ai pris une pizza pepperoni, mais vu que je n'étais qu'à 3 légumes, j'ai rajouté des poivrons. 4 légumes. Mais vu que j'avais pas pris de fruits, je me suis dit, il faut que je corrige le tir. Donc, j'ai pris de la glace à la fraise. Mais pas le petit pot, le gros pot de glace à la fraise. 5 fruits ou légumes. Et je suis toujours obèse, n'est-ce pas un complot? Donc là, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit, cette personne est trop con, elle mérite d'être obèse. Et tu as l'école qui dit, le but de la sensibilisation, c'est que ce soit compris par tous les enfants, par tous les adultes, même Maximus Gogolus qui ne comprend rien. Le but de la sensibilisation, c'est d'être accessible à tous. Fumez-tu, c'est clair, c'est précis. Personne ne va comprendre ça d'une autre manière. Certaines personnes vont dire non, je crois pas, c'est faux, c'est des conneries, c'est en rajouter, et ils ont le droit. Mais le message de sensibilisation est clair, est accessible, est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, pour comprendre la sensibilisation qu'on a sur les publicités, il faut que vous compreniez qu'on a recruté quelqu'un, qu'on lui a dit, il faut que tu trouves le message qui fasse le plus sensibilisation sans que ce soit de la sensibilisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Derrière chaque pub, il faut qu'il y ait ce message-là. Pub pour les chips, consommer ce produit en excès mène à l'obésité. C'est vrai. Moi, j'ai été obèse, mais c'était une expérience sociale. C'était pour pouvoir me tenir devant vous et vous dire, si vous mangez des chips en excès, vous allez être obèse. C'est prouvé scientifiquement. Je l'ai fait pour vous. Voilà, mon obésité, ça a toujours été qu'une expérience sociale. S'il y a une pub pour les chips, on peut marquer maintenant, consommer ce produit en excès mène à l'obésité. Pareil pour la malbouffe, pour les pizzas, pour les burgers. Consommer ce produit en excès mène à l'obésité. C'est vrai. Consommer ce produit en excès est mauvais pour la santé. C'est vrai. Tu incrimines le produit. Toujours. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne pardonne pas, c'est qu'une personne obèse essaie de se dédouaner. Ce n'est pas une question de dédouaner l'obésité. La personne obèse, Max Eddy est devenu obèse à cause de lui, à cause de sa vie, à cause de tout ce qu'il a mené à l'obésité. C'est un fait. Par contre, la sensibilisation, on le fait parce qu'on espère, on pense, on croit que c'est ce qui va nous permettre de réduire l'obésité et le poids moyen français, mais même au-delà de ça, c'est que c'est quelque chose d'éthique. Tu fais de la sensibilisation. Pourquoi tu as fait tous les efforts pour faire de la mauvaise sensibilisation? Tu le fais pour de vrai. La sensibilisation, un message clair et précis pour tout le monde qui incrimine le produit. Si vous ne faites pas ça, vous dédouanez de la responsabilité que vous avez. Et c'est ça qui est impardonnable. Alors, deuxième sensibilisation importante, Thibaut InShape est le premier youtubeur en France. C'est un youtubeur fitness. Si demain, Thibaut InShape fait une sponsor Nutella, sa carrière est finie. Vous le savez, je le sais, il le sait. Et je ne te parle pas de la sponsor Nutella de 1er avril pour rigoler. Je te parle de quelque chose de sérieux. On a Thibaut InShape, premier youtubeur fitness en France, qui vous regarde, qui vous dit « c'est important de faire du sport, de bien manger. Par contre, moi, je vous conseille quand même de manger du Nutella parce que c'est trop bon, c'est délicieux. C'est le seul plaisir que je m'autorise à faire dans ma vie. » S'il te fait une pub comme ça, il est finito. Tu le sais, je le sais, il le sait. Et on peut lui faire confiance, il ne le fera pas. Et c'est une très bonne chose. Alors aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qui se rapproche plus des fitness, de ces gens? Les fitness, c'est des personnes qui ont une hygiène de vie incroyable. Qui d'autre se rapproche des fitness le plus? Les sportifs de haut niveau. Ils ont une hygiène incroyable, c'est des sportifs de haut niveau, c'est les idoles des jeunes. Pourquoi aujourd'hui, l'équipe de France est sponsorisée par KFC? KFC, c'est je prends un blanc de poulet, c'est bon pour la santé, je le mets dans l'huile, ça devient de la merde.
Pourquoi la Ligue 1, l'élite footballistique de notre nation, s'appelle la Ligue 1 McDonald's? Encore une fois, pourquoi Thibaut Inchep ne s'appelle pas Thibaut Nutella? Il continuera à parler de muscu, mais il change juste son nom. Pourquoi nos grands instants sportifs sont continuellement sponsorisés par de la malbouffe, des produits transformés? Comment on peut accepter ça? On est choqué de voir un YouTuber fitness faire une association avec des produits transformés. Pourquoi les sportifs de haut niveau, les modèles de nos jeunes, les héros de nos jeunes sont sponsorisés par des produits ultra transformés, des produits que aucun sportif de haut niveau ne consomme pour être où ils en sont aujourd'hui? C'est déconnant. C'est quelque chose qu'on ne peut plus autoriser, c'est quelque chose qui doit nous choquer aujourd'hui. Et c'est ce problème qu'on a avec aujourd'hui la communication sur le sport. Et c'est cette spirale hyper malsaine que je détecte et qui me met mal à l'aise. Aujourd'hui, le discours, c'est si tu es obèse, c'est que tu fais pas de sport. Moi, mon discours, c'est de te dire si tu es obèse, c'est parce que tu as une mauvaise alimentation, tu consommes trop de produits transformés. Et aujourd'hui, avec une croyance sociétale que le sport est ce qui t'empêche d'être obèse, le sport qui est associé constamment à la malbouffe. Et la malbouffe continue à proliférer, continue à être valorisée dans notre société absolument sans aucune limitation. Le problème que j'ai avec la malbouffe, c'est pas que ça existe, c'est pas que les gens consomment. Ce qui me dérange, c'est que tu fais une publicité hyper agressive, hyper intrusive, et on n'a absolument aucune contrepartie pour sensibiliser les gens sur la merde que c'est. Et donc le troisième point, on va parler de justement quelque chose qu'on a mis en place pour sensibiliser les gens sur les mauvais produits, le Nutri-Score. Pour ceux qui ne connaissent pas le Nutri-Score, c'est de la merde. Voilà. Le Nutri-Score, c'est on va te mettre une note sur ton aliment entre A et E. Si c'est A, c'est vert, c'est bon pour la santé. Si c'est E, c'est mauvais pour la santé. Par contre, vu qu'encore une fois, on est extrêmement mauvais en sensibilisation et qu'on ne fait pas vraiment de sensibilisation, on va voir Nutella, on va dire Nutella, ton produit, c'est de la merde. Voilà, c'est un E rouge dégueulasse. Avec Nutri-Score, tu as l'opportunité de prévenir tes consommateurs que ton produit, c'est de la merde. Est-ce que tu veux le faire? Non. Ça tombe bien, parce que le Nutri-Score n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé de le faire. Donc, la règle du Nutri-Score que vous devez retenir, c'est que si un Nutri-Score n'apparaît pas, c'est que le produit c'est de la merde. Si un Nutri-Score apparaît, méfiez-vous. Voilà. C'est le degré de sensibilisation dans lequel on est. Méfiez-vous parce que si le producteur a voulu mettre en avant son Nutri-Score, il est fort probable que ce soit encore plus de la merde que ce qu'il affiche. C'est-à-dire que par exemple, le pain de mie va afficher B. Ça m'étonne pas parce que les pains de mie, c'est de la merde et c'est un choc que ce soit un Nutri-Score B. Pareil, les frites congelées, Nutri-Score A, parce qu'on sait que la friture c'est bon pour la santé. Voilà. Donc Nutri-Score, retenez ça, s'il n'apparaît pas, le produit c'est de la merde, s'il apparaît, méfiez-vous, on essaie de vous douiller. Et c'est tout ce qu'on fait. Et voilà l'étendue de notre sensibilisation sur les produits ultra transformés. C'est désastreux. Le Nutri-Score devrait être obligatoire, devrait continuer à faire un code couleur, c'est-à-dire entre vert et rouge, mais ce qui devrait afficher, et c'est quelque chose que je pense réellement, il devrait afficher le nombre de calories dans l'aliment que tu achètes. Pas des calories au 100 grammes, parce que ça existe déjà. Tu mets une énorme vignette et tu dis, dans ce pot-là, il y a combien de calories? Encore une fois, là-dessus, c'est une manière de sensibiliser le consommateur. On va t'afficher les produits de manière obligatoire avec la qualité de leurs produits et avec le nombre de calories par produit. C'est-à-dire que si tu sais que tu as besoin de 2000 calories, tu manges ce paquet de chips, tu sais combien de calories tu as mangé. Si tu sais que tu as besoin de 2000 calories par jour, quand tu manges ce paquet de gâteaux, tu sais tu as mangé combien de tes calories sur les 2000. C'est quelque chose qui te permet de faire une étude comparative, c'est quelque chose qui te saute aux yeux, c'est quelque chose qui ne peut en rien te pénaliser. Le but n'est pas d'enlever les calories au 100 grammes qui est extrêmement intéressant, c'est juste de rajouter en plus cette information-là. Que le produit soit automatiquement associé à sa qualité et au nombre de calories qu'il contient. Ça permet de sensibiliser les gens, ça permet de développer leur notion de combien il y a de calories dans un aliment, dans un autre aliment, dans un produit. Pas un produit au 100 grammes, mais un produit général. Et ça, c'est les sensibilisations que je propose et que je trouve qui sont pertinentes pour avancer dans notre combat contre l'obésité. Et maintenant, je vais conclure sur ma réflexion. Comme je vous l'ai dit au début, je ne m'attends pas à vous convaincre. Je ne m'attends pas à ce que cette vidéo influence votre manière de penser sur l'alimentation, sur l'obésité. Et c'est pas grave. Honnêtement, on se connaît pas, vous me connaissez pas, je suis qu'un connard parmi 10 000 autres qui donne son avis sur Internet. Je n'attends pas grand-chose. Par contre, ce qui m'a toujours énormément marqué, c'est que lorsque je suis sorti de ces 15 ans d'obésité, que je suis allé parler de tout ce dont je vous ai parlé avec des gens que je connaissais, des gens qui me connaissent depuis 30 ans,
des gens qui m'ont vu en obésité pendant 15 ans, que je leur ai dit exactement ça, que je leur ai expliqué la nécessité de sensibilisation efficace, que je leur ai expliqué ma préoccupation de ne pas mettre en avant et de ne pas agir immédiatement sur les produits ultra transformés. Lorsque je leur ai dit ça, ils m'ont dit No. non, c'est pas ce qu'il faut faire. Ok ? Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Bah, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas le problème. Très bien. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que les gens doivent juste moins manger et faire plus de sport. Je répète, le problème, c'est que les gens doivent juste moins manger et faire plus de sport. C'est tout le message que je veux vous communiquer. Si vous pensez ça, vous ne savez pas c'est quoi l'obésité. L'obésité, c'est long, c'est laborieux, c'est enchaîner des échecs après des échecs. Ce n'est pas juste ça. Tu ne peux pas simplifier l'obésité à ça. Et c'est exactement le ressenti que j'ai depuis 15 ans. Parce que ce que j'ai dit finalement à cette personne, c'est d'accord, admettons que j'ai tort. Admettons que les produits ultra transformés ne soient pas la cause de l'obésité. Faisons quand même la sensibilisation. Encore une fois, c'est pas forcément pour combattre l'obésité, c'est une question éthique. Je ne parle que de sensibilisation, c'est ce qu'il faut reconnaître. Je ne parle pas de taxes, je ne pense pas que c'est sain d'avancer dans une cause en tapant sur les plus pauvres, que bien que des personnes aient un terrain glissant pour consommer beaucoup de produits ultra transformés et devenir obèse, c'est pas une raison suffisante pour dire j'ai une personne qui gagne peu d'argent dans sa vie, qui a une alimentation saine, qui est en bonne santé, s'il a envie de se faire un petit plaisir, il ne devrait pas voir les prix des produits ultra transformés être multipliés par 2. Je ne crois pas en ça, je demande simplement de la sensibilisation. Donc, même si j'ai tort, même si vous ne croyez pas que ce sera pertinent pour notre combat contre l'obésité, pourquoi on refuse quand même de le faire ? On est gagnant-gagnant. Personne, dans 10 ans, va te dire, depuis que j'ai été sensibilisé sur les produits ultra transformés, ça va pas du tout, docteur, j'ai des carences de colorant 952B et je suis en manque d'additifs 8,5K. Personne va dire ça. Personne va dire mon corps n'est plus chimique, je suis mal dans ma peau, je mange des produits naturels, du coup je me sens bien et c'est quelque chose de négatif. Je préférais quand je me sentais mal à manger des produits merdiques pour ma santé. Personne ne va dire ça. Sensibiliser pour les produits ultra transformés, le faire vraiment, pointer du doigt qu'aujourd'hui tout ce qu'on a c'est des farces, c'est de la moquerie. Il faut que ce soit un combat sociétal. Que vous le fassiez en pensant que ça va influencer l'obésité et le surpoids en France, ou que vous le fassiez seulement parce que d'un point de vue éthique, c'est hyper discutable aujourd'hui la sensibilisation qu'on a sur les produits ultra transformés, mais surtout la manière dont les produits ultra transformés prolifèrent dans notre société et sont quasiment valorisés dans notre société. Et c'est pour ça que cet échange avec ce proche, mais avec tous les autres proches que j'ai autour de moi, ça m'a énormément affecté. Quand j'ai été obèse, j'ai connu du jugement, j'ai connu de la condescendance. Pour ma part, j'ai vécu aussi avec de la honte et avec un sentiment d'impuissance. Mais tout ce que j'ai ressenti durant mon obésité ne m'a jamais fait aussi mal que cette discussion-là. Parce que cette discussion-là m'a fait réaliser quelque chose. Une chose qui est aujourd'hui au cœur de ma croyance sur la situation dans laquelle on est dans l'obésité. La croyance que je considère être la plus juste, celle où vous aurez plus de chances à convaincre le pape que Dieu n'existe pas que de me convaincre que c'est faux, la croyance qui m'a sauté aux yeux après cet échange, qui vient donner du sens à 15 ans d'obésité, à 15 ans de vision des gens de l'obésité, c'est que le peuple français est ignare. Il y a des vidéos d'archives qui tournent sur Internet. Les témoignages de Français qui ont vécu dans les années 60 aux années 80, qui s'expriment sur des problématiques de notre société. Par exemple, pour la sécurité routière, c'est la ceinture, ça sert à rien, je m'accroche fort à mon volant et s'il y a un accident, j'ai pas de souci. Il y a d'autres témoignages qui vont parler de l'homosexualité et de la violence conjugale. Je ne les répéterai pas parce que ces propos me choquent. Et lorsque je regardais ces vidéos-là, je me disais à l'époque, comment nos aînés pouvaient être aussi intolérants et pouvaient être aussi ignorants. Cette question, ça fait 2 ans que je me la pose plus. La question qui me hante maintenant, c'est qu'est-ce qu'on dira de nous dans 30 ans ? Vous voyez, on aime répéter que l'humain n'apprend jamais, que l'humain commet toujours les mêmes erreurs. Par contre, on aime le rappeler en pointant du doigt des humains à l'autre bout du monde qui font les mêmes erreurs que d'humains d'un autre temps. On aime le rappeler tant qu'on ne s'implique pas dedans. Tant qu'on réalise que c'est les autres humains qui reproduisent les mêmes erreurs. Que nous, ça va. Que nous, on est une génération dorée. Non, on ne l'est pas. En 1980, le sida a commencé à attaquer les homosexuels. Le problème, ce n'était pas le sida, c'était les homosexuels. Donc on n'a rien fait. En 2025, ce n'est pas les produits ultra transformés, ce n'est pas le fait qu'on les laisse proliférer dans notre société. Le problème, c'est les obèses. Donc on fait rien.
En 1980, les homosexuels sont morts du sida. Et la population s'est dit, après tout, ne l'ont-ils pas mérité? Ils ont quand même commis le crime de ne pas aimer la bonne personne. En 2025, les obèses vont mourir. Et ce que vous allez vous dire, c'est, ils l'ont vu venir quand même. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était juste faire le bon choix ou juste manger moins et faire plus de sport. Puis en 1980, on va observer que le sida, il sévit aussi dans la communauté hétérosexuelle. Et là, on se dit, peut-être qu'il est temps d'agir. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour l'obésité. On va attendre d'avoir le dos au mur, on va réaliser que le problème, ce n'est pas l'obésité, c'est les produits ultra transformés. Vous vous souvenez de l'IMC, celui qui n'a aucune valeur parce qu'elle dit que Teddy Riner est obèse? Aujourd'hui, les diététiciens, les nutritionnistes, les docteurs de la santé nous alarment. Le problème de l'IMC, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de personnes qui n'ont pas un IMC d'obèse, mais qui ont un état de santé tout aussi déplorable. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de sport, ils n'ont pas de muscles, et le sport et les muscles, c'est la santé. Par contre, ils mangent énormément de produits ultra transformés. Alors, ils n'en mangent pas suffisamment pour être obèses, mais il n'en reste pas moins que ils consomment des produits qui sont mauvais pour la santé en grande quantité. Du coup, ils ont énormément de graisse, ils ont énormément de carences alimentaires, et ça fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ne sont pas obèses, qui ont un état de santé aussi déplorable que l'obésité. Parce qu'en fait, l'obésité n'est pas le fléau de notre société. Ce n'est qu'un symptôme. L'obèse est le gros qui cache la forêt. On ne va pas agir sur les produits ultra transformés. On le fera seulement au moment où ce sera trop tard. Et comme les homosexuels ont été sacrifiés pour le sida, on va sacrifier les obèses pour les produits ultra transformés. Et on va reproduire exactement la même problématique qu'on a eue dans les années 80. On attendra d'être dos au mur pour agir. Agir sur des choses où tous les scientifiques, tous les nutritionnistes, tous les diététiciens, tous les docteurs de la santé nous alarment depuis des années. Et on ne fait rien, parce que les seuls qui pourront bénéficier de nos changements, c'est nos enfants. Et on ne fait rien malgré ça. Donc, si tu nous regardes en 2050, alors je sais ce que vous vous dites, déjà t'as pas de vue en 2025, tu penses que quelqu'un va te regarder en 2050. Certes, mais si tu nous regardes en 2050, malgré ce que disent tes parents, on était au courant, on savait. On a refusé d'agir. Je veux que tu comprennes que c'est même pas qu'on n'a pas voulu changer pour vous laisser une société plus saine, plus éthique. C'est qu'on n'a même pas voulu initier une action qui pourrait faire du changement. Donc j'ai deux choses à te dire. La première, je suis désolé. Et la deuxième, juste fais mieux. Fais mieux. Ne perds pas ton temps à maudire tes aînés pour le monde de merde qui t'ont laissé comme on l'a fait. Préoccupe-toi beaucoup plus de celui que tu vas laisser à tes enfants. Juste, fais mieux. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Pour les courageux qui sont encore là, je voulais aborder encore 2-3 sujets à propos de l'obésité. Je n'arrivais pas vraiment à les caler de manière pertinente dans le développement de pensée que j'avais dans la vidéo qui précédait, donc j'ai préféré les mettre un peu dans ce fousitou à la fin. Je vais parler donc rapidement de la fitness, du médicament contre l'obésité et du fat acceptor. Alors je vais essayer d'être le plus concis possible. J'avais un échange avec un de mes amis qui s'était mis à la musculation. Et on parlait de l'obésité et je disais que pour moi, une des problématiques, comme vous avez pu le comprendre, c'est que les produits ultra transformés sévissent sans restriction et sont valorisés et glorifiés dans notre société. Et la réaction de mon ami, c'était « tu ne peux pas dire ça parce que le premier youtubeur en France, c'est Thibaut InShape qui est un youtubeur de fitness. » Pour moi, tout le travail des fitness dans le monde de YouTube, ce sont des gens, comme je dis, qui sont des passionnés et qui partagent leur passion avec les gens. Et par conséquent, pour moi, c'est quelque chose de purement positif. Quoi qu'il en soit, pour en revenir avec notre discussion avec mon ami, il me disait que je ne pouvais pas dire qu'on glorifiait ou valorisait les produits ultra transformés parce que le premier youtubeur était Thibaut InShape, donc un sportif. YouTube est un parfait reflet de ce qui marche dans notre société, ce qui est valorisé. Donc oui, Thibaut InShape a énormément de succès parce que le sport est hyper valorisé dans notre société. Mais il faut également regarder que lorsqu'on parle de nutrition, lorsqu'on parle d'alimentation, moi qui me suis baladé sur Internet pour regarder le contenu de diététiciens, de nutritionnistes et de docteurs, ils doivent avoir qu'une dizaine de milliers de vues, contrairement à des mastodontes qui utilisent la malbouffe et les produits ultra transformés pour créer du divertissement. Aujourd'hui, un biologiste qui va t'expliquer comment fonctionne la digestion, il va avoir 1000 ou 2000 vues. Par contre, on va avoir quelqu'un qui va prendre un avion, faire un aller-retour au Japon pour aller déguster un Big Mac là-bas alors qu'il a un McDo à 2 minutes de chez lui, ça va faire des millions de vues. Et c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment. Aujourd'hui, faire du contenu
sur YouTube sur des produits ultra transformés, c'est quelque chose qui apporte des vues. C'est quelque chose qui ne va pas faire fuir tes consommateurs. Et c'est exactement quelque chose qu'on peut observer par exemple dans l'écologie. Aujourd'hui en France, un YouTuber peut bien moins facilement s'exposer dans son jet privé parce que ça va être extrêmement mal vu, parce qu'on sait que ce n'est pas du tout écologique. YouTube est un reflet de ce que les jeunes, ce que les prochaines générations vont valoriser. Et aujourd'hui, la malbouffe dans notre société est hyper valorisée. Pour en revenir très rapidement sur les fitness, ils font du très bon contenu pour le sport, mais malheureusement, et c'est toujours le discours que je vais avoir, c'est que une personne qui est dans les fitness, je vais donner encore des chiffres purement aléatoires, c'est 60% de sport, 40% d'alimentation. Une personne qui est en alimentation saine, c'est 50% sport, 50% alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais un petit surplus calorique, tu fais juste un peu plus de sport et tu peux compenser. C'est exactement quelque chose où le sport et l'alimentation sont pertinents pour ta forme, pour ton poids. Mais au moment où on va monter dans le surpoids et encore plus dans l'obésité, on sera sur des rapports où l'influence de ton poids va être majoritairement faite par ton alimentation et beaucoup moins par le sport. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, quand tu es obèse, ton corps est extrêmement limité. Donc tu ne vas pas pouvoir faire une activité physique quotidienne qui te permet d'éliminer 800, 900, 1000 calories par jour. Tu dois te focaliser et tu dois être sensibilisé sur la problématique d'une personne qui est en surpoids ou qui est en obésité, c'est avant tout son alimentation. Le sport est toujours important et toujours indispensable pour la santé, mais l'alimentation est primordiale. Et c'est exactement ce que je dis. Aujourd'hui, on regarde les fitness par rapport à la quantité de sport qu'ils peuvent avoir. Et quand tu es obèse, tu te dis, je voudrais faire comme eux. Mais c'est un peu comme si tu te disais, je vais commencer à faire de la randonnée, je commence par l'Everest. Le problème, c'est qu'Inoxtag existe et donc cette métaphore a un peu moins de punch. Mais c'est exactement ça. Vous êtes obèse, vous regardez le travail d'un fitness, regardez évidemment le sport qu'il fait, écoutez le sport qu'il vous conseille de faire à un poids élevé, mais surtout, et c'est dommage que ce soit pas mis en avant, regardez comment il s'alimente. Une personne obèse et une personne fitness ne s'opposent pas par la quantité et la qualité de sport qu'ils font, mais s'opposent par la quantité et la qualité d'aliments qu'ils consomment. Et je pense, même si aujourd'hui sur YouTube, c'est sûr que c'est plus populaire de mettre en avant tout le sport fait par les fitness, dans le monde du fitness, il faudrait mettre de plus en plus en avant l'alimentation des fitness, la manière dont ils s'alimentent, la manière dont ils gèrent leur consommation d'aliments, parce que c'est un tout. Et c'est ce qu'on voit beaucoup trop souvent, on voit des personnes, on te montre des transformations incroyables de personnes et on les voit faire du sport. Et c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils mangeaient avant? Qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant leur transition de poids? Mais il est important aujourd'hui qu'on libère le sport, qu'on valorise le sport pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de majeur pour notre santé, et qu'on le libère de, on va dire, un peu cette prison qui est prise de poids, perte de poids et surtout bouclier contre l'obésité. Alors je vais être assez expéditif sur les médicaments contre l'obésité parce que c'est trop récent en fait. C'est trop récent. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, moi je suis obèse depuis 15 ans. Je comprends et je connais la difficulté d'en sortir. Si on a des personnes qui n'arrivent pas à en sortir et que tu as ce médicament qui leur permet de perdre ce surpoids, c'est une bonne chose. Pour se focaliser sur l'obésité individuelle, l'obésité de Max Lédier, l'obésité de Gertrude, c'est une bonne chose. Maintenant, le petit bémol que j'ai, et c'est encore une fois parce que c'est trop récent, sur ces 15 dernières années, je suis sorti 2-3 fois de l'obésité, mais je n'ai pas réussi à assez travailler ou à avoir une hygiène de vie assez bonne pour ne pas retomber dans mes vieux travers. Donc, est-ce que ça va être pareil avec finalement ce médicament? Est-ce que les personnes qui vont perdre ce surpoids, vont perdre cette obésité, vont finalement réussir à ne pas reprendre après? C'est des questionnements qu'on ne sait pas encore. Pareil pour finalement la santé, on ne sait pas s'il y a des effets secondaires négatifs. Ça, on le verra. Pour l'obésité individuelle, bien sûr, pour aider une personne qui est en difficulté, qui n'arrive pas à perdre du poids, c'est une bonne chose qu'il y ait un médicament. Maintenant, pour l'obésité sociétale, c'est aussi un autre problème. Aujourd'hui, pour moi, au-delà du combat contre l'obésité, on a une responsabilité éthique de réduire la prolifération des produits ultra transformés. Ils se cachent derrière le sport aujourd'hui en disant « le problème, c'est pas mes produits qui sont purement de la merde, c'est que vous faites pas assez de sport ». Avec l'arrivée de ce médicament, je ne pense pas que ça va nous aider à vraiment mettre le spot ou l'attention sur des actions qu'on doit prendre contre les produits ultra transformés. Et là, encore une fois, je ne parle que de sensibilisation. Et donc, pour finir, je voulais vous parler de la fat acceptance. Alors, le fat acceptance, c'est des personnes, souvent obèses, qui vont se filmer et qui vont dire « l'obésité, c'est pas mauvais pour la santé ». Alors, pour moi, ces propos-là sont les plus scandaleux qui existent dans le monde de l'obésité. Pourquoi
Parce que selon la manière dont je vois la problématique, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que le peuple français est ignare. Le peuple français ne sait absolument pas ce qu'est l'obésité. Donc, ils ne peuvent pas faire des actions adéquates pour contrer ou lutter l'obésité. Je pardonne la grossophobie, je pardonne le mépris, je pardonne la condescendance, parce qu'elle prend naissance dans l'ignorance. Quand une personne obèse dit l'obésité n'est pas dangereux pour la santé, c'est scandaleux. Parce que tu le sais que c'est mauvais. Et c'est quelque chose qui met sur la table un débat qui ne devrait plus exister en 2025. Est-ce que l'obésité est mauvaise pour la santé? Oui, évidemment. Et je vais vous prouver ça très rapidement. En 15 ans d'obésité, ce qui m'a le plus marqué, c'est de mettre des chaussettes. Pourquoi? Pendant des années, mettre des chaussettes me faisait mal. Je prouve par l'absurde parce que les sciences l'ont déjà fait 1000 fois, mais on va prouver maintenant par l'absurde. Tu mets des chaussettes, ça te fait mal. Si t'es un gros con comme moi, tu mettais des Converse en plus, c'était double peine. Tu ne peux pas dire que tu es en bonne santé quand mettre des chaussettes te fait mal. Encore une fois, rassurez-vous, c'est des douleurs bénignes et c'est des douleurs qu'on supporte très bien, mais c'est la problématique. Vu que c'est des douleurs qu'on arrive hyper facilement à surmonter, on les tait parce qu'on a honte d'elles. Mais donc voilà, l'obésité, c'est mauvais pour la santé. Et pourquoi je trouve ça impardonnable? Parce que, en tant qu'obèse, dans ce pays d'ignares, on est les seuls à savoir ce qui est en jeu. On est les seuls à savoir la difficulté que c'est d'être obèse, le quotidien pesant que c'est d'être obèse. Les autres ne le savent pas, ils ne comprennent pas, ils sont à la ramasse, ils sont désinformés, ils sont dans l'ignorance. On est les seuls à savoir ce qui est en jeu. On est les seuls à savoir que n'importe qui peut être obèse, que nos enfants peuvent être obèses, et qu'ils vont devoir vivre la même chose qu'on a vécu. Et même si je sais que c'est désagréable d'avoir de la discrimination, d'avoir du mépris, d'avoir de la condescendance, notre priorité, ça devrait être ça. Alors peut-être que pour moi c'est facile, parce que j'ai toujours assez bien vécu mon obésité, mais des petites parenthèses là-dessus, il y avait un youtubeur que j'apprécie énormément, qui est Joueur du Grenier, donc c'est un youtubeur du divertissement dont je trouve le contenu incroyable, que je suis depuis ses débuts. C'est assez facile à prouver, parce que toute personne qui suit Joueur du Grenier depuis ses débuts a aujourd'hui soit les cheveux blancs, soit plus de cheveux. Quoi qu'il en soit, il avait eu une transformation physique et il avait soutenu qu'il n'aimait pas les gens qui disaient que l'obésité ce n'était pas un problème ou qui vivaient bien leur obésité parce qu'on leur propose un bouton magique qui leur permet de perdre tout leur surpoids, tout le monde appuie dessus. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Quand je dis que j'ai bien vécu mon obésité, c'est que tristement, j'ai vécu bien pire. Et qu'au moment où je devais me focaliser sur ma perte de poids et de sortir de l'obésité, j'étais à une période dans ma vie où j'étais plus heureux et plus épanoui. Donc j'ai assimilé mon combat contre l'obésité avec une période de ma vie où j'étais plus heureux. Mais j'étais heureux malgré l'obésité et malgré les difficultés que ça m'apportait au quotidien. Et c'est quelque chose qui est important à prendre en compte pour une personne comme moi qui suis sortie plusieurs fois de l'obésité et qui, même là, est vraiment à la limite de sortir de l'obésité. C'est que ça ne change rien, ça ne change rien. Et c'est ce qui m'énerve aussi avec le débat des fat acceptance. Être obèse, ce n'est pas identitaire. On essaie de copier le travail qui est fait sur des discriminations de couleur, de religion ou de sexe, ce n'est pas du tout la même chose. Justement, la sensibilité à avoir quand on parle de personnes obèses, c'est que ce n'est que du poids, ce n'est que de la graisse. L'individu est le même. Quand tu vas perdre du poids, tu vas avoir les mêmes idéologies, tu vas avoir les mêmes convictions, tu vas être la même personne, tu vas juste être plus maigre. Ce n'est pas identitaire. La société extrêmement grossophobe nous attaque beaucoup, donc on commence à attribuer ça comme quelque chose qui semble être identitaire, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, notre travail, c'est de dire, peu importe son poids, il y a un humain avec énormément de richesse, il y a un humain avec énormément de diversité, avec énormément de pertinence, et le fait que tu t'arrêtes juste à son poids est une erreur, et que toi, en tant que personne en surpoids, en obésité, tu ne dois jamais douter de qui tu es réellement, juste parce que la société ne te définit que par ton poids. Et ça, c'est le combat qu'on doit mener. Par contre, il y a cette autre réalité qu'on doit prendre en compte, c'est que on est les seuls à être informés de ce que c'est l'obésité. On est les seuls à aujourd'hui devoir alarmer les gens sur à quel point c'est complexe d'en sortir, à quel point c'est quelque chose d'épuisant au quotidien, et que de la manière dont moi je suis tombé dedans, une autre personne est tombée dedans, une autre personne est tombée dedans, en fait, on réalise que n'importe qui peut tomber dedans et que nos enfants qui naissent aujourd'hui vont tomber dedans parce qu'ils sont dans cette société qui est hyper confusante. Et c'est là où on doit se positionner comme les sachants. On sait les méfaits de l'obésité, il faut qu'on agisse, même si vous n'êtes pas convaincu que ça peut agir contre l'obésité directement, ces sensibilisations contre les produits ultra transformés, on doit le faire d'un point de vue éthique, on doit le faire parce qu'on doit continuellement chercher des moyens de baisser la courbe de l'obésité et du surpoids en France. C'est
ce qu'on doit faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes restés jusque-là, respect. C'était une vidéo qui me tenait énormément à cœur. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager depuis des années. Et oui, la raison de l'existence de cette chaîne était de vous parler de fantasy, mais la possibilité de vous parler de l'obésité était réellement mon rêve sur YouTube. La prochaine vidéo sera la dernière de cette chaîne et on parlera un peu d'un Fousitou global, c'est-à-dire je parlerai à peu près des derniers sujets sur lesquels j'ai envie de vous parler, de vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire du YouTube de cette manière, parler peut-être un peu de mes livres aussi. Et ce sera comme ça que je conclurai l'aventure sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in